Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maxime Schuller, cofondateur de Fil Experience. Bonjour Maxime. Hello. Bonjour Ariane, bonjour Armel. Maxime, pour débuter tout de suite cet épisode, on va parler de toi, enfant. Est-ce que quand tu étais petit, il y avait des signes précurseurs de la tournure qu'a ensuite pris ta carrière professionnelle? Alors oui, je suis un enfant issu de la montagne, je suis né à Annecy, j'ai grandi entre Annecy et la vallée de la Tarentaise, notamment à La Plagne, où j'ai fait du ski de compétition, donc il y a une vraie proximité avec les champions. Oui, il y a un vrai lien par rapport au monde dans lequel j'évolue aujourd'hui, qui est la montagne. Et puis l'entrepreneuriat, il y a un vrai lien aussi. Je me souviens d'adolescence sous la douche où j'avais un radiateur en face qui était jaune et qui est de la marque Akova. Et je me disais tous les matins, si un jour je monte une boîte, je l'appellerai Akova. Bon, alors j'ai monté une boîte, mais elle s'appelle Fil Experience. Attends, j'en peux plus. Comment tu peux vouloir appeler ta boîte du nom d'un radiateur? Non, je sais pas, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Je trouvais que Bon, ça. alors, comment t'as mis cette vision en action et comment t'as commencé ta carrière professionnelle? Alors en fait, notre carrière professionnelle, elle est née dès l'âge de 7 ans. Quand je dis nôtre, parce qu'en fait, c'est une histoire de copain. C'est une histoire avec mon associé, qui est avant tout un ami que je connais depuis 30 ans maintenant. On s'est rencontrés au Club des Sports de La Plagne. On a fait notre cursus sportif ensemble, le ski-études à Moutier, les compétitions ensemble, en ski freestyle. Moi, c'était plutôt ski cross, lui plutôt halfpipe, slopestyle. C'est Charlie Bellemain, c'est important de dire son nom. Exactement, Charlie Bellemain. Et puis, on s'est retrouvés sur les bancs de l'IUT en technique de commercialisation à Annecy. Et il y a un mémoire à faire dans le cadre de ce cursus. La question que la station de La Plagne nous a posée était quel est l'impact du ski freestyle pour aller attirer une clientèle jeune. Et cette question, on y a répondu. On a prouvé que le ski freestyle, c'était un vrai moyen pour aller toucher des jeunes et que le meilleur moyen pour communiquer en ski freestyle, c'était l'événementiel. La station de La Plagne nous dit très bien, montez-nous un événement de ski freestyle. Alors il nous a fallu 1 an et demi entre cette fin de mémoire et le moment où on est revenu devant l'office du tourisme présenter un projet qui était viable, un projet qui était à plus de 80 000 euros de budget, et puis du haut de nos 22-23 ans, on a pris une claque. Ils nous ont dit non. Donc on avait monté une boîte, mais on n'avait plus de premier projet. Mais bon, aujourd'hui La Plagne, c'est un des clients qui a été les plus fidèles à travers ces années. Et puis, vous allez comprendre que heureusement qu'on n'a pas monté ce projet-là dès le début, parce que c'est un projet qui a été vital et on n'aurait pas eu l'expérience nécessaire pour réagir dans cette urgence. Ah, mais là, t'en as trop dit ou pas assez, faut que tu nous racontes. Là, je peux vous raconter. Ben oui. Allez, le projet, en fait, c'est un projet qui a été décisif dans la carrière, dans notre vie d'humain, d'homme déjà, et puis dans notre vie professionnelle. C'est la tentative de record du monde de saut en hauteur de Kevin Rolland. C'était en 2019 et en fait on a construit un module aux allures surdimensionnées, un quarter pipe où Kevin Rolland, médaillé olympique, multiple vainqueur des X Games, devait arriver à plus de 100 km/h dans ce mur glacé pour monter à plus de 10,60 m au-dessus de coping. Donc 10,60 m au-dessus du coping, ça fait plus de 21 mètres, 22 mètres au-dessus du sol, ce qui est énorme. Et en fait, ce record, c'était un projet qui a lancé la boîte. C'est un projet qui a eu beaucoup de rebondissements à travers 10 années et on l'a fait finalement en 2019. Et ce projet, Kevin a failli y rester, clairement. Et heureusement qu'on avait 10 ans d'expérience parce qu'en fait, en une seconde, on est passé de la vie à la mort. On est passé du silence à l'urgence. On est passé à un protocole de sécurité, de crise qui s'est mis en place. Et heureusement qu'on avait toute cette expérience-là. On avait un médecin urgentiste qui était là. On avait une infirmière urgentiste qui était là. Il y avait 2 secouristes qui étaient là. Il y avait le PGHM avec médecin et anesthésiste qui était à Bourg-Saint-Maurice, prêt à décoller, qu'on appelait avant chaque session. Et en fait, quand Kevin s'est craché, qu'il est retombé de 11 mètres de haut sur de la neige gelée, il était inconscient.
il était traumatisé et en quelques secondes, quelques minutes, on a eu un bloc opératoire qui s'est monté en plein milieu de la station de La Plagne. Et 50 minutes après, quand il est reparti en direction de Grenoble avec l'hélico du PGHM, on savait pas s'il était mort ou pas. Et il a fallu attendre plus de 3 jours en déchocage pour comprendre qu'il était vivant. Et il a fallu attendre des semaines pour comprendre que Kevin était un warrior et que on parle beaucoup de résilience. Lui, il en a fait un documentaire. Je vous invite vraiment tous à le regarder parce que c'est une histoire de sportif. C'est une histoire de papa, puisqu'en plus, sa femme était sur le point d'accoucher. Et c'est une histoire d'homme. C'est une histoire de personne qui a une détermination extraordinaire. Et c'est pour nous un vrai changement dans notre vision de notre métier. Et ça nous a tous marqués. Traumatisés, oui. Marqués avec le temps. Voilà, on est redescendu là-dessus. Alors, avant d'arriver à cet épisode, il y a eu d'autres étapes. Tu l'as dit, il y a eu 10 ans. Est-ce que tu peux nous raconter la création et les 10 premières années de Fil? 10 années de fil, alors on en est même à 15 Ouais. maintenant. On l'aurait pas cru au départ. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a mis 1500 euros au lancement sur les comptes courants d'associés. Et puis ça fait 1500, ça fait 15 ans qu'on vit là-dessus, quoi. Donc en fait, il y a eu d'énormes rebondissements. C'est une vie d'entrepreneur, en fait, avec des hauts, des bas et toujours la passion qui nous guide. Qu'est-ce qui vous avait donné, qu'est-ce qui vous a donné la foi de créer cette entreprise alors que, si mes souvenirs sont bons, tu me corriges si je me trompe, mais Charlie passait un examen d'entrée pour une école de commerce et je crois que son jury lui a dit mais en fait ne faites pas l'école, créez votre boîte. Voilà, qu'est-ce qui vous a fait passer finalement de étudiant à fondateur d'entreprise alors que vous auriez pu attendre 1 ou 2 ans, ça aurait pas changé grand-chose finalement? Effectivement, en fait, c'est ce mémoire de l'IUT Tech Deco qui nous a lancé sur, un premier client potentiel, l'Office de tourisme de La Plagne, qui nous a dit, allez, créez-nous un événement. On s'est tout de suite rendu compte que le modèle associatif allait pas suffire, qu'il fallait monter une structure plus solide, donc une boîte. Et puis en parallèle, quand on montait cette boîte, on faisait quand même nos études. Donc moi, j'ai fait 6 mois d'Erasmus en Hollande et 6 mois en Chine en stage dans une coopération hyper intéressante entre la province de Sichuan et la France. Et puis Charlie, lui, il était à Édimbourg, pareil en bachelor, voilà. Et puis, quand Charlie s'est présenté devant le master de Romède en événementiel sportif, c'était un des seuls masters en événementiel sportif à l'époque. Aujourd'hui, il y en a plein. À l'époque, chez Romède, c'était un des seuls. Donc très belle école de commerce. Et quand il est passé devant le jury, effectivement, le jury l'a accepté. Il a dit, bah, bienvenue, vous avez votre place ici. Mais c'est un jury composé de professionnels et qui a eu l'honnêteté de dire, mais bienvenue, mais ne venez pas. Parce que votre projet, il est tellement abouti, il est tellement avancé, il est pas abouti, mais il est tellement en cours, et puis on sent que vous avez votre énergie, et puis l'événementiel, ça se vit sur le terrain. Alors, j'ai eu moi-même la chance d'intervenir en tant que prof dans différentes écoles, mais c'est vrai que l'expérience terrain, elle vaut 1000 fois l'expérience universitaire. Ce qu'on apprend de jour, de nuit, pendant ces amplitudes horaires et cette énergie-là d'un événement, ça c'est pas sur les bancs de l'école. Donc voilà, il a été pris et puis il a dit merci de votre conseil, je vais le suivre et je vais créer notre boîte. On avait 22 et 23 ans à l'époque. Et en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis le lancement de Fil Expérience? Il y a pas mal de choses qui m'ont marqué. Il y a l'anecdote effectivement de Kevin Rolland. Enfin, l'anecdote, c'est une histoire de vie ou de mort. Donc c'est voilà, ça c'était vraiment un fait marquant. On a eu des vrais rebondissements aussi avec notamment un agent de sportif qui a failli nous racheter, enfin qui nous a fait croire que pour simplifier leur relation entre cette multinationale qui gère des personnalités et des sportifs, valait mieux racheter Fil Expérience parce que eux, leur siège aux US préféraient internaliser que nous monter un contrat. Ouais, enfin, c'était un beau pipeau pour nous faire gagner du temps et puis nous planter quelques semaines après. Mais voilà, il y a eu pas mal de rebondissements et là-dessus, ouais, c'est sûr que la vie d'un entrepreneur, c'est ça.
Alors en 15 ans avec Phil Experience, donc tu nous as parlé tout à l'heure donc de la tentative de record de Kevin Rolland, mais il doit y avoir tellement d'autres aussi anecdotes, mais qui sont peut-être un peu plus rigolotes ou en tout cas moins dramatiques. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes? Alors oui, des anecdotes, il y en a eu 1000. Et dans 1000 anecdotes, je dirais 1000 piquets. C'était le nom de l'idée de base du super slalom. C'est un événement qu'on a monté avec Julien Liseroux sur l'idée de Julien Régnier, donc deux très grands sportifs, l'un visionnaire et ancien skieur freestyle, l'autre 20 ans de carrière en ski alpin en Coupe du Monde. Et en fait, à la base, ouais, le super slalom, ça devait être les 1000 piquets. Et puis en fait, quand on s'est rendu compte que il y avait pas de piste qui était assez longue pour faire 1000 piquets, et que même les pistes les plus longues, quand on a fait les tests 300 portes, c'était déjà énorme. Et puis après cette édition, quand Clément Noël met 4 minutes 30 à descendre ces 300 portes, on se dit que heureusement que ça ne faisait que 300 portes et pas 1000, parce qu'un skieur lambda il met 10 minutes à descendre, et c'est énorme. Alors on a les cuisses qui brûlent, on a le goût du sang dans la bouche, mais on a le sourire en bas, et ça c'est plutôt cool, quoi. Voilà, 1000 anecdotes, 1000 piquets. Alors, vous n'êtes pas non plus uniquement sur le ski, vous avez aussi des activités dans le trail et dans d'autres sports. Est-ce que tu aurais des anecdotes liées à ça? J'ai effectivement d'autres anecdotes dans le sport, et effectivement on travaille avec beaucoup de champions, et notamment François Daen, l'ultra trailer, 4 fois vainqueur de l'UTMB, notamment dans son palmarès, la Hard Rock 100 et plein d'autres trails mythiques comme la Diagonale des Fous. Et ouais, dans les anecdotes, en fait, on a monté un événement qui s'appelle Ultra Spirit, qui casse les codes de la discipline. Et notamment, on a un bivouac à 2000 mètres d'altitude, en plein milieu d'un alpage, où on crée toutes les conditions pour héberger 200 personnes et faire vivre 200 personnes pendant 2 nuits. Faut savoir qu'une semaine avant qu'on pose les tentes, les tipis et tout ça, bah ça commence par enlever les bousses de vache, parce que les tarines qui nous font ce bon Beaufort, et ben elles laissent des traces dans les alpages. Faut se rendre compte que derrière un événement, il y a des heures et des heures de boulot et des choses qui sont plus ou moins insolites, et notamment enlever les bousses de vache. Et avec Carline, la femme de François et François, et puis une dizaine d'autres membres de l'équipe, bah on a passé toute une journée avec nos seaux, nos pelles et nos godets à aller enlever purifier les alpages. Et c'est ce qui rend l'événement encore plus beau, parce qu'une semaine après, on a un lever de soleil, on est face au Mont Blanc, on a 150 personnes qui courent à travers les montagnes, et au lever de soleil, on a une violoncelliste qui vient nous faire un concerto. On a un chef étoilé qui vient nous faire un petit déj merveilleux. Et en fait, à ces moments-là, on a les larmes qui coulent, quoi, parce que nous seuls savons, les équipes qui travaillent depuis des mois sur ce projet savent par où on est passé pour arriver à créer cette petite magie, cet instant qui est hors du temps. Bon, ma file, c'est les pieds dans la bouse et la tête dans les étoiles. Exactement, c'est bien dit. Et est-ce que tu as, durant ton parcours professionnel, commis une erreur, une grosse erreur? Qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui? Alors oui, on a commis des erreurs, évidemment. Celle que je dirais la plus grosse, c'est de pas avoir écouté notre instinct. Notamment, je vous ai raconté cette histoire d'agent sportif qui nous a planté à quelques mois de l'événement, qui nous avait pipoté. En fait, on l'avait jamais senti, cet agent. On l'avait jamais senti, et pourtant on a été contraint de travailler avec lui parce que le projet le nécessitait, et pourtant on n'a pas écouté notre feeling. Et ça c'était une des erreurs sur lesquelles bah, on a appris que en fait on avait un certain sens avec Charlie pour sentir ça, et qu'il fallait l'écouter. Et puis j'ai appris qu'il fallait avoir les reins solides, il fallait avoir de la trésorerie pour pouvoir tenir dans les creux, parce que effectivement quand cet agent il nous plante, il nous met 25 000 euros d'honoraires dans le dos. À l'époque, 25 000 euros c'était énorme pour nous, on avait fait des investissements et tout,
et qu'en fait que l'entrepreneuriat c'est du surf, et qu'en fait il faut avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir ramer quand t'es au creux de la vague, et que il faut attendre le prochain pic, et que le prochain pic il faut travailler dur, faut ramer pour y arriver, mais il faut avoir la trésor pour tenir, quoi. C'est un peu la leçon qu'on a retenue. Et du coup, à contrario, les pics de satisfaction, les pics d'accomplissement, ce dont tu es fier, quels sont-ils? D'être libre, d'être indépendant, d'avoir aucune dépendance financière. Comme je l'ai dit, on a mis 1 500 € dans la boîte il y a 15 ans, et aujourd'hui on vit très bien. J'ai une femme, 2 enfants, le loisir de pouvoir partir en voyage à travers la France, parce qu'on a déjà pas mal de choses à faire, belles aventures. Mais enfin voilà, le loisir de pouvoir vivre heureux, et voilà. Alors nous, on est à l'inverse d'une start-up. En fait, on monte progressivement, petit à petit. Avant de dépenser de l'argent, on le gagne avec des clients. On est à taille humaine et on fait tout pour rester à taille humaine. On fait tout pour ralentir la croissance. On a un rythme de vieux guide, en fait. On y va tranquille, mais ça fait ses preuves. Et en fait, on a un bon sens montagnard. Je pense que c'est ça qui fait que aujourd'hui, on est libre, on est indépendant, et ça nous fait plaisir, et ça nous empêche pas de bosser avec des marques internationales, qui brassent des milliards de dollars. Et pourtant, nous, on est dans cet écosystème, et on s'amuse à 2000 mètres d'altitude. Je te remercie, Maxime, de rappeler ces éléments de bon sens, parce qu'il y a une telle hype en ce moment autour des levées de fonds, d'entreprises qui sont pas rentables finalement, qu'on en oublie que l'entrepreneuriat et la pérennité des entreprises, c'est quand même basé sur leur rentabilité, et des fois, je trouve qu'on a tendance à l'oublier. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile, et où est-ce que tu puisses ta motivation dans ces moments pénibles? C'est de relativiser. On vend des doudounes et des baskets. On fait du marketing. Y a rien de grave. On n'a pas la vie d'enfant entre nos mains. Et en fait, mon expérience personnelle, elle m'a appris qu'il y a plus grave dans la vie et qu'il faut relativiser. Donc, notre mission à nous, c'est de partager des expériences fortes en montagne. C'est de relever des défis techniques, c'est d'innover, c'est de créer, de créer des moments magiques à 2000 mètres d'altitude, pour se reconnecter avec la nature, pour se connecter avec les autres, pour se connecter avec soi-même. Mais c'est juste de la magie, c'est juste des étoiles. Et relativisons, c'est des baskets et des doudounes à la fin. Et est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'ait donné un jour et tu estimes que c'est le meilleur conseil que t'aies reçu, justement, pour avoir cet alignement aujourd'hui? Ce conseil, c'est mon beau-frère qui est entrepreneur, qui a 20 ans de plus que moi, et de la bouteille, et qui m'a dit qu'il fallait tirer les canards lorsqu'ils volent au-dessus de toi. En gros, saisir les opportunités lorsqu'elles passent. Faut être actif, faut être audacieux, et il faut se donner les moyens de réussir. Faut se créer ses propres occasions. Et aujourd'hui, on a la chance de bosser avec les plus grandes marques dans notre domaine, New Balance, Hoka, Salomon, et c'est peut-être parce que il y a 15 ans, on a franchi la porte de l'office de tourisme de Vars, et qu'on leur a dit si on organisait un événement dans un sport qui est super tendance, vous allez voir, ça va cartonner, c'est le trail. Alors qu'on n'y connaissait rien en trail. On était juste des montagnards, et on voyait juste ces mecs qui couraient dans la montagne, et on voyait l'essor qui arrivait. Et voilà, il faut y aller, faut se créer ces occasions. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aies donné ou que tu estimes aujourd'hui qui pourrait être le meilleur conseil que tu puisses donner? Le meilleur conseil, ouais, c'est effectivement de se faire confiance à son instinct. Quand on le sent pas, c'est souvent de mauvais augure. Nous, Phil, c'est pour le feeling et la sensation. Alors oui, parce qu'on bosse dans des sports où il y a beaucoup de sensations, mais surtout parce que il y a de l'humain. Le feeling entre les gens, et on fait des métiers qui sont hyper exigeants. On est dans un environnement qui est complexe. On fait des amplitudes horaires qui sont énormes. Et en fait, si on se serre pas les coudes, si on n'est pas soudés ensemble pour faire face aux impondérables de l'événementiel, ça ne marche pas. Donc il faut avoir une équipe avec qui on travaille en confiance, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille énormément
avec des amis, ou alors ceux qui à la base n'étaient que des prestataires sont devenus des amis. Et c'est pareil avec nos clients. En fait, notre milieu il est tellement exigeant que qu'il faut avoir confiance avec les gens avec qui on travaille, quoi. Les industries du tourisme en montagne, des sports outdoor, elles ont énormément évolué ces 10 dernières années. Quels sont les changements qui t'ont le plus marqué? Alors dans les changements, moi j'en vois deux. Il y en a un qui qui va faire boomer. On a commencé au début de Facebook en fait. Donc en fait pour nous, ce qui a vraiment évolué, c'est la demande toujours plus grande de création de contenu. Les marques en fait, elles nous demandent de créer des contenus et en fait avec le temps, on a mis nos compétences organisationnelles de l'événementiel au profit des régies de tournage, films ou vidéos, ou même TikTok aujourd'hui. Et qu'en fait, aujourd'hui, ce que on remarque, la tendance, c'est que les marques, elles veulent des micro-événements, des expériences clients, des expériences prospects, qu'elles veulent des aventures, des œuvres, des contenus qui sont instantanément relayés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Donc il y a une vraie mouvance du gros événement de masse à la micro-expérience qu'on relaie à travers le monde. Ça, c'est le premier phénomène que j'ai vraiment noté. Et puis le deuxième phénomène, tu en as parlé, Armel, c'est la transition entre l'hiver et l'été, entre les sports d'hiver, le ski, là où en fait le gâteau est déjà à sa taille mature et les marques ne font que se partager ce gâteau. Alors que sur l'été, notamment sur le trail, le gâteau ne fait que grossir et il y a vraiment un développement extraordinaire sur ce marché-là. L'année dernière, j'ai encore halluciné sur le parcours de l'UTMB où j'ai vu des fan zones à l'instar d'un Tour de France. C'est un sport qui est en train de devenir populaire. C'est un sport qui est en train de devenir mature et c'est un sport qui intéresse les plus grosses marques du sport. On a Nike, on a Adidas T-Rex, on a New Balance et les budgets deviennent de plus en plus gros, la médiatisation devient de plus en plus importante et on parle de JO. Donc c'est tout reste à faire. Tu me fais une super transition pour la question suivante. Justement, si on se positionne un peu en prospective, comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années pour ces industries-là? Je parlais de JO. Il y a JO 2030 dans les Alpes françaises. Donc là, il y a un vrai enjeu. Alors sportivement, c'est un rêve de gosse. En tant qu'ancien champion, on l'a tous rêvé d'avoir les JO d'hiver en France. Après, en tant qu'acteur de l'industrie et citoyen engagé, il y a des vrais enjeux de société, des enjeux environnementaux qu'il va falloir travailler avec conscience. Donc ça, c'est JO 2030, c'est un vrai sujet. Et puis dans ces 10 prochaines années, moi je note quand même qu'il y a un vrai clivage qui est en train de s'accentuer entre la moyenne montagne et la haute montagne, entre l'altitude qui concentre aujourd'hui de plus en plus de skieurs avec un hypertourisme et des saisons qui sont pleines du 20 décembre au 20 mars, qui sont en continu. Et puis la moyenne montagne qui elle a plus de mal, mais finalement c'est pas plus mal parce que on est plutôt peut-être sur du slow life. Et puis en fait on travaille sur du vrai 4 saisons et que l'attractivité de la montagne, j'espère qu'elle sera toujours plus belle, notamment en été, parce que en fait le climat est bon, parce que le prix y est bon, parce que l'offre et les valeurs qui y sont en montagne l'été sont vraiment top, en moyenne montagne, notamment ici autour de la Haute-Savoie. Et puis on note que les marques elles s'y intéressent de plus en plus, et notamment sur de la randonnée. On est assez impressionné en ce moment sur le nombre de marques qui nous parlent de keep calm, on va faire de la rando en moyenne montagne et on va rendre l'outdoor accessible à tous. Ah, ça, c'est des belles perspectives. Merci, Maxime. Est-ce que tu aurais un conseil de livre ou de documentaire ou de film à regarder? Alors, moi, je suis entrepreneur dans l'outdoor, mais j'essaye de m'inspirer de plein d'autres marchés et des grands.
Et moi, j'adore lire la Harvard Business Review. Et c'est pas parce que on est des petits gars au fin fond de la Haute-Savoie qu'on peut pas regarder ce que font à travers le monde les grands leaders. Donc je lis pas mal de leurs reviews, les guides pratiques et tout ça. Et puis après, si on revient un peu sur l'outdoor, ce qui est quand même plutôt notre dada. Bon, je vous ai parlé du film de Kevin Rolland, Résilience. Évidemment, à aller regarder, une belle leçon de vie. Il y a le docu La Panthère des Neiges avec Vincent Munier et Sylvain Tesson aussi qui est vraiment inspirant, qui est vraiment bon. Et puis dernière idée à regarder, à suivre, ça va être d'actualité, c'est en ce moment, c'est Inox Tag, le YouTuber aux millions d'abonnés qui part gravir l'Everest avec son guide Mathis Dumas. Et dans cette idée de démocratiser l'accès à la montagne, je pense qu'il fait les choses plutôt bien et c'est assez inspirant. Merci beaucoup, Maxime Schuller, cofondateur de Fil Expérience, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Voici les 4 points clés à retenir. Le premier, faites-vous confiance et écoutez votre instinct, il ne vous mentira jamais. Le deuxième point, ne négligez jamais l'état de votre trésorerie. C'est elle qui va vous donner l'élan nécessaire pour continuer de surfer, même quand vous serez dans le creux de la vague. Le troisième point, quand c'est difficile, à moins que vous ne sauviez des vies au quotidien, pensez à relativiser. Et enfin, le dernier point, c'est la punchline de l'épisode, tirez les canards lorsqu'ils passent au-dessus de vous, c'est-à-dire saisissez les opportunités dès que vous les voyez.